L'air du temps, votre émission hebdomadaire sur e-radio. Ce dimanche, les thèmes vont porter sur l'explosion des violences après le verdict du procès Adji Sarr, Ousmane Sonko. Ses conséquences politiques, sociales et économiques. Quel impact sur le dialogue national? Comment surmonter la crise politique? Pour décrypter toutes ces questions, L'air du temps reçoit ce dimanche 4 juin 2023 Madame Marema Touré, sociologue, économiste, et Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue. L'air du temps, c'est ce dimanche 4 juin sur e-radio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 4 juin 2023. Merci d'être à l'écoute de L'air du temps, que ce soit aujourd'hui Madame Mariama Touré. On ne la présente plus aux Sénégalais, c'est une sociologue, économiste. Nous sommes aussi avec Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Nous avons fait le choix d'inviter deux sociologues, sociologue anthropologue et sociologue économiste, pour justement comprendre ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Depuis 2 jours, depuis jeudi, après le verdict concernant l'affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr, où il y a une disqualification des faits, d'autres faits ont été dits corruption à la jeunesse. M. Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison, a payé 20 millions à Adji Sarr et 600 000 francs CFA d'amende. Madame Mariama Touré, on a vu une violence inouïe au Sénégal. Depuis ces 2 jours, 15 morts, des jeunes Sénégalais qui sont tombés. La rue est complètement dévastée. Comment peut-on comprendre cette situation aujourd'hui? Merci Alassane. Je voulais dire bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Je voulais aussi présenter mes condoléances aux familles des décédés. Et je voudrais exprimer ma solidarité à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Je pense que nous avons l'habitude de dire de façon triviale, l'heure est grave. Mais je crois que cette fois-ci, l'heure est réellement grave. L'heure est grave parce que du haut de mes plus de 60 ans, j'ai rarement vu, ou je n'ai jamais vu, une violence aussi inouïe, aussi directe. Par chance, je n'étais pas au Sénégal au moment des événements avec la Mauritanie. J'étais ici en 1988. Mais en 1988, je n'avais pas vu l'armée parader dans les rues. Et ce qui me marque dans cette situation, c'est particulièrement 2 choses. La situation que le professeur Mbaye Thiam a décrite concernant les archives de la faculté de lettres. Cela me marque parce que je suis une retraitée de l'UNESCO et en tant que chef de section des sciences humaines et sociales à l'UNESCO, j'avais été étroitement mêlée à la reconstruction par l'UNESCO de la bibliothèque de Tombouctou. Cela me marque parce que j'ai travaillé dans des théâtres de violence. J'ai travaillé au Darfour, je suis partie un peu partout. Et quand on a vécu dans une situation de guerre, on apprécie réellement ce que veut dire la paix. La deuxième chose qui me marque, c'est que depuis hier, nous recevons de partout des appels des femmes africaines, surtout de la sous-région, des femmes qui habitent dans la ceinture de feu qui est à côté du Sénégal et qui expriment leur volonté de venir nous payer leur dette de mission de solidarité que nous avons l'habitude d'organiser chez elles. Cela m'interpelle. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le dialogue national et de revenir sur les choses qui sont en cours, mais profiter de cette première prise de parole pour appeler tous les acteurs, notamment la jeunesse et les femmes, mais surtout les parties prenantes, parce que les parties prenantes, c'est essentiellement la société politique, pour leur dire que ce qui se passe dans notre pays n'est pas une situation ordinaire. Ceux qui peuvent parler doivent parler,
Mais ceux qui peuvent agir, ceux qui ont la décision, doivent dire quelque chose pour que ça s'arrête. Justement, cette décision elle est attendue du chef de l'État du Sénégal, de Macky Sall, qui est le chef de l'exécutif du Sénégal. 15 morts, toujours pas de prise de parole par rapport à la situation. Vous avez fait des théâtres d'opération vous aussi, vous étiez au Rwanda, vous avez fait aussi la RDC, souvent. C'est des catastrophes qui se déroulent là-bas. Comment peut-on au Sénégal assister à une telle violence inouïe? Merci beaucoup, Hassan Samba. Je voudrais tout d'abord renouveler mes remerciements et mes félicitations par rapport à l'excellent travail que vous faites et que font les médias en général dans des situations aussi tendues que celle-là. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer et rendre hommage à ma sœur, Mariama Touré, pour avoir longtemps cheminé avec elle et pour les paroles de sagesse et d'expertise qu'elle vient de délivrer. Je voudrais aussi présenter mes condoléances aux familles éplorées et exprimer ma sympathie aux blessés et à tous les impactés de cette situation. Alors, pour répondre à votre question, nous sommes dans une situation de crise. Et pour une situation de crise, il faut une communication de crise. Nous ne pouvons pas faire une communication normale, comme si c'était des business as usual. On ne peut pas faire ça. Or, cette communication de crise est encore très déficitaire. Elle est d'autant plus déficitaire que si on regarde le fond des problèmes, notamment en ce qui concerne les débordements de violence, les explosions de violence des jeunes, on va retrouver de manière systématique des gaps dans la communication. C'est vrai que nous sommes dans un contexte géostratégique très difficile. C'est vrai qu'il y a des infiltrations, il y a certainement des infiltrations. C'est vrai que le chaos au Sénégal va arranger beaucoup d'enjeux et beaucoup d'intérêts internationaux ou géostratégiques. Vous regardez, suivez mon regard. C'est vrai que tout cela existe, mais tout ce qui vient de l'extérieur, pour avoir une force destructive, va utiliser les contradictions internes. Et c'est parce que quand les gens sont désunis, ils deviennent très faibles, très vulnérables par rapport aux manipulations extérieures et par rapport aux agressions extérieures. Mais est-ce que les acteurs sur le terrain sont conscients de cela? Justement. S'ils ne sont pas conscients de cela, il faut les rendre conscients de cela. Et pour les rendre conscients de cela, il faut une communication exceptionnelle. C'est parce que il y a des gaps de communication avec la jeunesse que la jeunesse prend des initiatives aussi aveuglées que celles qui consistent à brûler ou à s'en prendre à des emblèmes du savoir. C'est au moment où il faut acquérir le savoir qu'on va symboliquement détruire les sources et les symboles du savoir. Et or, cette destruction des sources et des symboles du savoir, s'en prendre aux universités, s'en prendre aux archives, brûler, nous avons vu ça dans toutes les montées du fascisme. Et nous avons vu cela, cette dévalorisation de la quête du savoir, nous l'avons vu, ma sœur et moi, on l'a vu pratiquement dans tous les pays de la sous-région. Et quand une puissance internationale agresse un autre pays, regardez bien, suivez mon regard, ils vont s'en prendre au musée, ils vont s'en prendre parce que c'est ça qui permet de faire de sorte que les gens perdent des repères, et quand ils perdent des repères, c'est facile de les coloniser mentalement. Les chaînes mentales sont construites par une destruction, par le néant. Une néantisation, un chaos qui s'installe déjà dans la tête des gens. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes? Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais toujours est-il que c'est à ce niveau-là qu'il faut une communication spéciale. Il faut des concertations, il faut une écoute particulière, il faut des engagements communautaires et il faut une recherche sociologique, anthropologique, économique, interdisciplinaire. Il faut une recherche sur les sciences sociales pour accumuler un savoir, analyser ces situations, donner des connaissances et proposer et permettre aux gens de construire ou de co-construire des solutions. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut... Madame Touré, dans cette situation aujourd'hui, que doivent faire les acteurs pour apaiser le pays?
aussi bien du côté de l'opposition que du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire tous pour apaiser le Sénégal? Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est entouré par une ceinture de feu. Il y a des forces qui veulent déstabiliser le Sénégal par rapport justement aux nouvelles ressources que le Sénégal a. Une violence inouïe où on casse les universités, on casse le CECI, là on doit de l'information, on casse des pharmacies, on casse des Auchan où les jeunes viennent prendre pour manger, et on détruit tout, les symboles de l'État, les symboles des privés sont attaqués dans leurs maisons. On a vu aussi des armes circuler un peu partout sur l'autoroute, des armes de Kalachnikov. C'est inouï au Sénégal, ça. Alassane, tu me permettras de revenir sacrifier d'abord aux civilités. Ouais. En te disant bonjour à toi-même et en te remerciant de l'invitation et surtout à rendre le bonjour de mon frère Cheikh Niang. Ouais. Cheikh Niang est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai cheminé. Il est mon frère, mais je suis surtout son admiratrice. Parce que Cheikh, et je pense qu'en parlant, il l'a démontré, est réellement quelqu'un qu'on peut appeler un intellectuel organique. J'utilise ici la terminologie de Gramsci, parce que Cheikh lui-même, dans ses développements... Gramsci qui est l'indifférence. Oui, Cheikh lui-même, dans son développement, effectivement, a analysé la situation de notre pays en dialecticien marxiste. Et dans cette terminologie de Gramsci, nous pouvons dire, mais réellement, sans risque d'être démenti, que notre pays est ouvertement en crise. Et je pense que aucune personne, ni aucun analyste ne pourra nous dire le contraire. Mais dans cette terminologie à laquelle renvoie Cheikh, la crise est un moment de gestation. C'est quand l'ancien est périmé ou que l'ancien est appelé à disparaître. Quelque chose du le monstre. Et qu'on est dans la gestation du nouveau. Ouais. Et ça manque sur le monstre, comme dit Gramsci. Effectivement. Et comment faire pour canaliser le monstre? Et pour nous les femmes, nous savons particulièrement que le temps de la gestation est un temps douloureux. Et je pense que dans le temps de la gestation, il faut deux choses. Il faut l'assistance, d'abord. Il faut aussi la prédiction qui permet aux acteurs de prendre conscience de la gravité de la situation. Et il faut un troisième ingrédient, c'est que les personnes qui sont directement impliquées, qui sont les acteurs majeurs, se parlent. Je dirais 2-3 choses qui aggravent cette situation. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 5. Mais cette situation a commencé le 1er juin. Ça veut dire que même le peu de Sénégalais qui a la chance de pouvoir compter sur un salaire ne peut pas y accéder. N'a pas le répit pour aller chercher son salaire. Les banques sont cassées, les foules monstres sont devant les GAP en train de chercher de l'argent et parfois quand on arrive, l'argent est déjà parti. Et même pour ce peu de personnes qui peut avoir de l'argent, qui a un pouvoir d'achat, une femme ne peut plus se promener aujourd'hui tranquillement pour aller faire son marché. Et là où on vend pour la classe moyenne, dans les supermarchés, c'est cassé où les gens sont barricadés. Je pense que nous sommes aussi à la veille de l'hivernage. Moi, je suis du Baol. Dans mon Baol natal, dans ce que j'appelle l'Académie Tchombe, du nom de mon père Saliou Satchombe, nous avons l'habitude de dire que l'adrénaline monte pendant ce temps d'incertitude. Et vous savez, l'hivernage en tant que temps d'incertitude, nous pouvons faire l'expérience, même dans notre famille, quand tu dis ton enfant c'est comme ça, il te répond parce que l'adrénaline monte. Il faut que les gens sachent, il faut que les acteurs sachent que nous ne sommes pas à un moment où on peut exprimer des égos surdimensionnés. J'ai mon ego qui me permet de dire
que je suis la personne qui est dépositaire de l'autorité et du pouvoir parce que j'ai été élu. J'ai mon ego qui me permet de prétendre que je suis la personne qui est dépositaire de l'amour et de l'espoir de la jeunesse. Et si chacun continue à camper sur ses positions légitimes, je crois qu'il n'y aura plus simplement de Sénégal. Parce que je disais hier à quelqu'un que les acteurs les plus indignes, même de leur nom, peuvent avoir des stratégies qui peuvent anéantir le pays. Absolument. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question pour les uns et pour les autres de comprendre que nous avons quelque chose que nous ne pouvons pas nous partager. Le Sénégal. De comprendre que nous avons quelque chose qui nécessite la paix. De comprendre que nous avons une situation qui est presque extraordinaire aujourd'hui et de comprendre que notre pays est devenu l'enjeu de forces occultes, surtout de l'extérieur, d'autant plus que les gens ont l'habitude de dire que là où il y a le pétrole, là où il y a les ressources, là il n'y a pas la paix. Mais je pense que notre pays a d'autres ressources qu'il doit mettre en avant pour endiguer cette situation. Lesquelles, madame? Notre pays a une tradition de dialogue. Notre pays appartient à l'Empire du Mandé. Notre pays est la terre où la charte de Kouroukanfouga a été élaborée. Dans cette charte-là, le respect de la vie humaine, le respect de la dignité de la personne, le respect du droit d'exister et d'être, mais surtout l'impératif de prévenir les conflits a été institutionnalisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui... La charte du Mandé est une des sources des droits de l'homme au niveau des Nations Unies, à côté de la Magna Carta. Est-ce que, madame Touré, vous avez l'impression que les acteurs entendent? Ils écoutent, mais est-ce qu'ils entendent? C'est ça le problème. J'ai entendu dans les réseaux sociaux un grand chef religieux. Et je ne sais pas si c'est un montage ou si c'est la réalité. Mais ce que cette personne-là dit correspond à la réalité. La personne dit, je dois parler, mais j'ai besoin d'être entendu. Et je pense que tout le monde nous dit aujourd'hui que nos chefs religieux doivent parler, que les dignitaires doivent parler. Mais dans mon pays, là-bas à Diourbel, dans mon village, on dit qu'une parole sage ne peut entrer que dans une oreille prédestinée à écouter. Absolument. Nous avons l'impression que que des acteurs ont installé le pays dans un dialogue de sourds, où il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de dialogue. Il y a des monologues. Et il y a des monologues où chacun se peut prévaloir de sa capacité pour dire je peux, je dois, j'ai le droit. Il faut que j'ai le droit, cesse. Le seul droit qu'ont les gens, c'est le droit d'abord de préserver le pays avant d'en faire un enjeu. Oui, la préservation du pays est extrêmement importante parce que pour gérer un pays, il faut avoir la paix, aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition. Comme l'a dit Madame Touré, les forces occultes, la sous-région et tout ce qui se passe, mais on a l'impression que, comme elle l'a dit, qu'on ne se parle plus au Sénégal. On a l'impression que cette nouvelle génération, cette jeunesse aujourd'hui qui est très connectée aux réseaux sociaux, n'écoute plus rien. Et elle est très informée, mais peut-être en même temps, ne sachant pas c'est quoi les enjeux derrière tout ça. En fait, elle n'est pas si bien informée que cela. Ah bon? Oui, parce que la faiblesse des réseaux sociaux ou le drame qui se joue dans les réseaux sociaux, c'est qu'on a des vues dichotomiques. Et quand vous prenez position, ou bien quand on vous fait prendre position, vous ne cherchez à prendre que ce qui va dans le sens de votre position. Qui renforce vos convictions. Oui. Donc les jeunes manquent... Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Vous ne tolérez pas la contradiction. Vous ne vous dites pas, j'ai raison, mais peut-être celui qui est en face pourrait avoir raison aussi. Comment je pourrais avoir tort aussi? Comment je pourrais me tromper? Cet esprit d'ouverture, cet esprit qui permet de valider, de traiter l'information avant de s'en approprier, cet esprit diminue avec les réseaux sociaux. Donc nous avons une exclusion
par rapport aux capacités d'analyse et de vérification de l'information. Donc il y a une forme d'intelligence qui disparaît, qui a tendance à disparaître. Elle a davantage tendance à disparaître que ce sont les jeunes en réalité. Vous avez en 2021, j'avais fait la moyenne d'âge des décès. Je crois que j'en étais arrivé à 16 ans et quelques. C'était ça la moyenne d'âge. Peut-être aujourd'hui, cette fois-ci, ce sera encore moins ou la même chose. Mais en tout cas, c'est une tranche très jeune. Ces jeunes qui sont détachés des circuits traditionnels. Là, Madame Touré je parle sous son contrôle. Des circuits traditionnels de socialisation où on vous apprend à écouter plus qu'à parler. Et ensuite, on vous apprend à parler d'une certaine manière pour vous faire écouter. C'est-à-dire que où on crée un espace d'expression critique, mais qui en même temps est encadré de sorte qu'on n'arrive pas à certains débordements. Mais certains estiment justement que l'élimination des bols familiales, oui. La journée continue, ont contribué à cette distanciation sociale. Effectivement, on peut faire toute une analyse sociologique à ce niveau-là pour comprendre cette exclusion. En fait, les gens, quand ils sont exclus et quand ils ont l'impression qu'ils parlent et qu'on ne les écoute pas, ils ont tendance à avoir des réactions violentes et maintenant, les enjeux, les forces extérieures en profitent. Elles profitent de cette faiblesse-là. Comment reconstituer des espaces de socialisation, des espaces d'expression critique, des espaces d'éducation, des espaces d'intelligence sociale dont a parlé tout à l'heure Madame Touré. En fait, c'est ça. C'est-à-dire comment une société sans le danger, sans la montée de la colère, sans la violence et la désamorce. Nous avons là aussi un ensemble de trésors qui sont accumulés dans nos traditions et dans notre culture. Mais dans tout ça, il y a la responsabilité des acteurs politiques. Absolument. Et surtout ceux qui gèrent l'État. Absolument. Surtout ceux qui gèrent l'État parce qu'eux, ils ont plus de responsabilité que les opposants. En fait, tous les acteurs, moi je me dis 6 ak 9 lañ. Tous les acteurs ont une part de responsabilité là-dessus, dans la mesure où ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est d'arriver au pouvoir ou leur problème, c'est de conserver le pouvoir. Maintenant, le problème de la communauté, le problème de la société, ça, c'est autre chose. Donc, il faut renforcer la résilience de la société pour qu'ensuite, on dise voilà aux politiciens et que les politiques viennent suivre ce qui se passe au niveau de la société. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que la société soit moins sensible, ça soit moins vulnérable et plus de résilience par rapport aux enjeux de pouvoir, par rapport aux enjeux du pouvoir. Et ça passe par l'éducation, ça. Ça passe forcément par l'éducation. Alors, ce qui fait que si c'est l'éducation sous des formes multiples, alors c'est la raison holistique, c'est la raison pour laquelle j'ai entendu tout à l'heure j'ai une vidéo de Mme Abdou. Abdelaziz Dabakh, que paix soit sur lui. Il disait, on doit chercher des gens ñu am yar ak teggin te mën wax ak kilifa. Alors ça m'a rappelé Cheikh Anta Diop. Il disait, j'aurais pu citer aussi le professeur Iba Der Thiam aussi, mais Cheikh Anta Diop nous disait dëgg bu ànd ak saaga bi dafay wàññi dëgg bi. Tu peux avoir raison et tu utilises certaines formes d'expression, la manière de le dire, la manière de le dire et autres, et l'utilisation de la violence, là tu perds ta raison, tu deviens celui qui a tort. Les jeunes revendiquent, ils peuvent avoir des revendications très légitimes par rapport à l'influence française en Afrique, on peut le comprendre, par rapport au sentiment de marginalité, on peut le comprendre, par rapport à l'absence d'expression critique, on peut le comprendre, par rapport à la dénonciation de la corruption, etc. On peut comprendre tout cela. Mais si on se bat contre tout cela de manière violente, alors là, on va renforcer l'influence des grandes puissances. Alors là, on va renforcer la corruption. Alors là, on va renforcer la malgouvernance. Parce que ces moyens ne permettent pas de régler fondamentalement les questions que posent les jeunes. Donc, et encore pire, quand on détruit l'amour, l'enthousiasme, la volonté d'apprendre, de saisir, de se cultiver, c'est-à-dire de s'approprier les sciences et les technologies, les sciences et les technologies et l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle qui sont véhiculées par nos sociétés, quand on perd cela, alors là, on fragilise la société à tel point que toutes les puissances, le pays devient un champ de lutte entre les puissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant,
C'est fini les schémas classiques. Ils sont anachroniques de prise de pouvoir par la force ou par les armes ou par l'insurrection. Oui. C'est anachronique. C'est anachronique aussi la volonté de se maintenir dans un pouvoir par rapport à l'utilisation d'avant-pouvoir autoritaire. C'est anachronique. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est en jeu maintenant? C'est par le savoir, par la connaissance, par la technologie, par l'appropriation des savoirs traditionnels. Le digital. Le digital, c'est à partir de ce moment donc qu'on va libérer l'Afrique. L'Afrique et le Sénégal ne pourront se développer, décoller, atteindre des horizons de puissance qu'à partir du moment où on développe le savoir, la culture, les sciences et les technologies. Et c'est ça qui est à la portée des jeunes. Les jeunes sont en mesure de s'approprier de cela. Donc il ne faut pas les dévier de cela. Il faut continuer à les focaliser sur ces enjeux-là. Maintenant, que Massamba ou Mademba veulent prendre le pouvoir et qu'il y ait cette lutte tout à fait normale entre les politiques, mais ça, c'est les politiques. Il faudrait faire de sorte que ces rivalités, ces luttes entre les politiques ne détruisent pas les résiliences qui existent au niveau de la société. Maintenant, je vais revenir en fin de compte plus tard sur ces questions pour les développer. C'est quand il y a la casse, quand il y a des morts, ça, on voit ça. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est pire. C'est-à-dire la fragilisation par rapport aux pandémies et aux épidémies. Là où le Libéria, Sierra Leone, tout ça, tous ces trucs, là où les pandémies ont fait des ravages extraordinaires, parce qu'il y a eu la guerre là-bas. C'est que ça a été préparé par l'instabilité et la guerre. La même chose par rapport à la préparation de la société, la résilience de la société par rapport au choc sanitaire, humanitaire, etc. Cette préparation elle-même, elle est détruite. Donc, je vais revenir peut-être plus tard sur comment ce qui n'est pas vu par rapport à ce qui est vu, comment ce qui n'est pas vu est encore plus dangereux que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps qui reçoit Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, et Madame Mariama Touré, sociologue économiste. Madame Touré, je voulais qu'on insiste un peu sur le point politique. On a connu au Sénégal des adversités politiques. On a l'impression qu'aujourd'hui, qu'on a dépassé ce stade d'adversité, qu'on entre dans un autre palier, où on va beaucoup plus loin que ça. Est-ce que les politiciens ont conscience, tous, qu'ils gèrent un pays, que le Sénégal est dessous d'eux, est-ce qu'ils ont conscience aujourd'hui de la destruction qu'ils sont en train de faire dans cette société sénégalaise? Et aussi, le fond de la question pour beaucoup de Sénégalais, il y a la question de la justice aujourd'hui. Certains Sénégalais estiment qu'au Sénégal, il y a une justice à plusieurs vitesses. Soit que l'on soit proche du pouvoir ou de l'opposition, qu'on est jugé par telle ou telle situation. En tout cas, c'est la perception qu'ont les Sénégalais. Merci Alassane. Je pense que on aurait pu rester durant toute l'émission sur la question de la formation et de la socialisation du jeune Sénégalais aujourd'hui. Oui. Je voudrais simplement dire, avant de quitter ce registre, qu'on enseigne certainement dans les facultés, au lycée, à l'école primaire et même à l'école maternelle. Mais on oublie d'éduquer. J'avais fait mon premier mémoire à l'université sur le Dara et l'école maternelle, qui étaient deux concepts dans la socialisation de l'enfant du lignage. Et la grande leçon que je retenais dans cette étude inaugurale, c'était qu'on était en face d'un concept qui était la continuité de l'éducation familiale, de la transmission des valeurs dans la famille. Et que généralement, quand on regardait la socialisation de l'enfant du lignage, de l'enfant sénégalais, c'est le même Serigne qui avait délivré le Téré Wotal à la mère de l'enfant, le même Serigne qui avait délivré le Safara au moment du suffrage, c'est ce même Serigne-là qui avait l'éducation de l'enfant au Dara. Et ce Serigne-là, il essayait plus de lui transmettre les valeurs en lui inculquant ce qu'il devait savoir par rapport à sa religion. Mais c'était valable aussi
pour les enfants qui appartenaient à d'autres religions. Je pense que la rupture fondamentale dans l'éducation, c'est qu'on est parti dans un système, et ça aussi c'est la responsabilité des politiques, la responsabilité du politique, où on enseigne sans éduquer. Et il n'y a pire dans la cité qu'un sachant qui n'a pas de valeur. Il n'y a peur dans la cité qu'un sachant qui n'a pas de morale. Il n'y a pire dans la cité qu'un sachant qui ne met pas l'éthique en avant. Et je pense que sur cette question éducationnelle, parce que c'est cette question-là qui crée et qui fonde aussi la résilience dont Cheikh fonde si bien la résistance de la société. Maintenant... Est-ce que c'est ce manque d'éthique et de morale qui crée des questions d'injustice? Et que celui qui doit rendre la justice lui-même, s'il n'a ni éthique ni morale, il crée le dysfonctionnement sociétal. C'est sur ça que je voulais venir. Allez-y. Je ne suis pas là pour porter des jugements. Mais pour analyser, on analyse. Notre justice. On analyse. Mais je suis là simplement pour dire que la jeunesse, mais la société de façon générale, fonctionne plus par les perceptions que par la réalité. Absolument. Peut-être que notre justice est juste. Oui. Et j'espère que notre justice est juste. Mais la perception que le Sénégalais lambda a aujourd'hui de notre justice, c'est que notre justice pourrait être plus juste. C'est que notre justice, les Sénégalais ont l'impression qu'elle est manipulée pour être dans des champs qui sont hors du champ de la justice. Absolument. Et ça, je pense que c'est aussi dans les institutions que ça trouve son fondement. Je ne suis pas si jeune, mais je sais qu'il y a depuis très longtemps un débat au Sénégal, et il y a même eu des politiques qui ont pris des positions sur ces questions pour dire que le parquet ne doit plus être sous l'égide du pouvoir exécutif. Il y a eu des débats pour dire ici que le Conseil constitutionnel doit avoir plus d'indépendance. Il y a eu des débats ici et il y a eu des positions, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'un pouvoir émerge et qu'un pouvoir est assis, on a plus tendance à écouter ceux qui disent qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assise. C'est-à-dire cette perception-là qui fait comme si la justice devait être un bras pour armer le pouvoir exécutif. C'est-à-dire ce qu'on défend quand on est dans l'opposition. Dès qu'on vient au pouvoir, on l'oublie complètement pour asseoir son pouvoir. Et Macky Sall faisait partie de ces gens, quand dans l'opposition, qui défendaient aujourd'hui des questions de justice. Une fois au pouvoir, l'article 80 et 12 articles sont restés à l'État. Je le crois. Oui, mais c'est la vérité, c'est ça. Nous sommes ici, tous, dans une génération qui nous permet de dire que pour le cas de Macky Sall, on a été témoin. Pour d'autres cas aussi, on a été témoin. Absolument. Le débat sur l'indépendance de la justice et sur l'insoumission du parquet à l'exécutif, il était là avant Macky Sall. Abdoulaye l'avait porté. Abdoulaye Wade l'avait porté. Macky l'a porté. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition le portent encore. On en avait discuté. À l'époque de Senghor aussi, on en avait discuté. Mais on ne change rien. C'est une question aussi vieille que ce qu'on appelle notre démocratie. Mais qu'on ne change pas. Mais la question qu'on doit se dire, c'est qu'est-ce qui donc prend les gens dès qu'ils sont installés au pouvoir. Et je pense que là aussi, ça nous renvoie à une question de valeur. Absolument. Cheikh Niang parlait tout à l'heure, en parlant de Cheikh Anta, de Iba Der. C'est quand Iba Der est décédé, c'est une de mes petites filles du quartier, la jeune Thiané Diop, qui m'a envoyé cette vidéo-là qui était devenue virale sur ce qu'il disait sur le Diom et le Ngor. Mais il avait pris cet exemple du Diom et du Ngor pour parler de ce qu'il y a de plus profond sur nos valeurs. Parce que dans ce pays, on importe énormément de choses. On importe même le riz ici. Absolument. Mais il y a quelque chose qu'on n'importait pas ici. On n'importait pas les valeurs. Ici, les valeurs nous appartenaient. On était assis là-dessus. Et c'est ce qui nous permettait de nous regarder face à face et de dire « Moi, je suis un Sénégalais. Absolument. Moi, je suis une Sénégalaise. » C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une parole, je suis quelqu'un qui a une éthique,
je suis quelqu'un qui a du jom, je suis quelqu'un qui a de la kersa. Mais une fois que cela a foutu le camp, évidemment, c'est dans le champ politique que ça devient le plus terrible. Mais simplement sur cette question de la justice. Parce que cette fois-ci, c'est par une décision de justice que le pays s'est embrasé. Absolument. Peut-être que les ingrédients étaient là. Déjà là, oui. Pour dire que nous sommes assis sur des braises. Mais l'étincelle, cette fois-ci, est venue de la justice. Donc, je crois que si on parle, on doit parler de la justice. Tout à fait. Je ne sais pas si cette décision, qui consistait à dire que la personnalité qui a été condamnée a été appelée devant la justice sur des champs d'imputation qui ont été très graves et qui l'avaient amené à la cour criminelle et qui l'ont amené maintenant à être condamné sur d'autres choses. Peut-être que les spécialistes de la justice diront que c'est juste. Mais le Sénégalais et la Sénégalaise lambda a besoin de comprendre. La perception. Et comprendre la perception, elle est fondamentale. Parce que comprendre est le fondement de la confiance. Et la confiance est une denrée fondamentale dans le lien et dans le développement d'une nation. J'avais l'habitude de dire, et je pense que j'avais même écrit ça dans ma thèse en sociologie du développement. Moi, je suis du Baol, je dis encore. Et j'avais pris cet exemple de Serigne Abdoulaye Mbacké, paix à son âme, qui, au plus profond de la sécheresse du Sahel, au Sahel, avait appelé les Sénégalais, les fidèles mourides, à lui amener à Touba beaucoup d'argent parce qu'il voulait construire la mosquée. Toutes les personnes qui n'étaient pas dans la même rationalité que lui se disaient qu'est-ce qu'il dit donc pendant que les gens peinent à avoir quelque chose pour manger. Mais au bout de quelques jours, il avait rappelé la télévision nationale pour dire aux fidèles ne m'amenez plus de l'argent. Nous avons besoin de faire les comptes sur ce que nous avons déjà reçu. Au fait, qu'est-ce qui liait ce grand cheikh à cette population démunie qui avait marché jusqu'à Touba pour amener les milliards qu'il avait demandés? La confiance. C'était la confiance. Tout à fait. C'était la confiance dans un contrat social qui, à l'époque où on était des jeunes marxistes, pour reprendre la terminologie de Cheikh, on disait que c'est un contrat qui ne se dénouait que dans l'au-delà fantasmatique. Si on peut avoir autant confiance dans un contrat qui va se dénouer dans l'au-delà fantasmatique, entre guillemets, pourquoi on ne pourrait pas avoir confiance à un dirigeant qui est là et qui doit faire les choses ici et maintenant? Dans les pays que nous prenons en exemple de la démocratie, il y a aussi cette confiance qui est basée sur autre chose. Quand un citoyen américain paye des impôts, il voit les routes Absolument. sur lesquelles ces impôts sont investis. Quand un citoyen japonais paye des impôts, il voit des infrastructures sur lesquelles. Et cette confiance-là est un ingrédient fondamental. Et c'est le prolongement de nos valeurs et le respect de notre dignité et de nos valeurs qui doit en être le ciment. Mais justement, on fait un dialogue politique aujourd'hui à l'Assemblée, à la présidence de l'Ordre national. Cette question de la confiance aujourd'hui entre les acteurs et ça en pas de mise. Et on a l'impression que le dialogue politique au Sénégal, c'est de la ruse, c'est juste gérer une situation qui est là, dépasser des moments, faire des compromis entre politiciens pour gérer leurs intérêts personnels en oubliant celui des populations, la confiance dont ils parlent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on dise aujourd'hui, je ne vais pas faire un troisième mandat, et qu'on revient, on dit ni oui ni non, et qu'on est dans le flou, qui fait qu'aujourd'hui les gens ont du mal à avoir confiance dans son politique. Oui, comme Madame Marema l'a dit tout à l'heure, la question de la confiance est centrale. D'autant plus que je peux dire que le XXIe siècle est celui de l'ère du soupçon. C'est-à-dire les gens n'ont plus confiance à l'autorité. C'est universel. Le discours de l'État, le discours des puissances, devient toujours suspect de servir à de la manipulation ou de la ruse. Donc, et ceci est amplifié
par l'univers technologique dans lequel on se trouve, notamment les réseaux sociaux, etc. Donc il y a une rupture de confiance extrêmement importante au niveau planétaire. Alors, maintenant, comment inverser cela? Si vous appliquez ça dans le champ politique, c'est tout à fait normal que les perceptions de non-transparence ou d'alignement, d'instrumentalisation de la justice se développent dans une matrice de crise de confiance et renforcent cette crise de confiance. C'est ce problème-là auquel on nous a. Et vous disiez que ça détruit des valeurs beaucoup plus profondes que ça. Ça crée une distanciation sociale. Ça casse les liens qui étaient entre les Sénégalais. On connaissait le Sénégal avec le cousinage de la plaisanterie, le Sénégal entre un Ndiaye et un Diop. On a l'impression qu'aujourd'hui, que tout ça s'est remis en cause quelque part. Oui, mais en fait, on peut même aller plus loin. Le dialogue politique. Mais si vous le regardez, c'est celui d'une classe politique, d'une société politique. Et on ne voit pas les jeunes. On ne voit pas les jeunes. Les jeunes ne sont pas là-bas. Si vous demandez aux jeunes, est-ce qu'ils se retrouvent là-dedans? Mais ils ne se retrouvent pas là-dedans. Les jeunes ne se retrouvent pas là-dedans. Les jeunes ne se retrouvent pas dans le langage là-dedans. Et les jeunes ne se retrouvent pas dans un espace où on a l'impression qu'on les moralise tout le temps, qu'on les condamne tout le temps. J'ai un étudiant qui a fait sa thèse sur les jeunes, et d'une brûlante actualité, sur les jeunes et le bien public. Il s'agit de Dr Nying. Oui. Alors, Dr Nying a fait un travail sociologique extrêmement profond sur ces questions-là, et ce n'est pas convoqué parce que ça n'entre pas dans les préoccupations des politiques. Alors, donc, c'est pour dire que cette méconnaissance des travaux scientifiques qui se font ou qui ont été faits sur la question, cette méconnaissance-là, parce qu'elle n'entre pas dans le sillage politique, ces méconnaissances-là ne font qu'on a rarement une visibilité complète des enjeux et de la situation et comment y remédier. Mais je vais aller un peu plus loin. Donc, nous sommes dans un espace qui, même dans le format, n'est pas celui de la concertation avec les jeunes. Quand vous convoquez des centaines d'individus et que ce soit des monologues, des successions de monologues, vous n'avez pas cette tension intellectuelle, ces échanges, ces perspectives critiques qu'il faut dans des espaces de petite dimension, dans des ateliers, dans des micro-ateliers, dans des rencontres communautaires. Vous n'avez pas cet espace-là à partir desquels peut générer des changements de perception. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise? Maintenant, c'est bien vrai. Vous savez, je vais prendre deux exemples, deux éléments que je vais puiser de Cheikh Anta Diop. Un, c'est quand quand une fois il a été confronté avec Senghor et qu'il a eu un procès, qu'il a perdu. Nous, on était très jeunes à l'époque et on voulait manifester notre colère, notre rage, et il fallait faire face aux policiers. Et à côté de ça aussi, il y a tout un ensemble de Baïfal, des gens qui sont venus de Touba pour le soutenir. Et le rapport de force, le rapport numérique était tel que probablement il y aurait eu beaucoup de casse contre les policiers. C'est un des rares jours où j'ai vu Cheikh Anta Diop en colère. Il nous a apostrophé. Et il nous a dit, mais vous, quand on va crever vos yeux, un de votre œil, ou bien que vous perdez la main, un bras, ou bien que vous soyez tué, qu'est-ce que je vais dire à vos parents? Si une personne doit mourir, c'est bien moi, ce n'est pas vous. Donc, cette manière d'élévation de soi, je suis prêt à perdre le pouvoir. Je suis prêt à perdre, parce que nous on était très en colère quand il a dit cela, le fait on était très déçus, on voulait une confrontation. Ça me rappelle d'ailleurs Martin Luther King, à un moment donné, quand il voulait franchir un des ponts de l'Alabama. Et il disait, et justement, il a arrêté une marche, parce que simplement, il pensait aux morts, aux blessés qui allaient venir de son camp. Donc cette capacité de s'élever, de faire abstraction de soi, de se dépasser. Est-ce que ce n'est pas sur ce point que Mme Touré parle, cette dimension morale et éthique? Cette dimension morale, cette dimension spirituelle, cette dimension sacrificielle du leader, cela, on le voit de moins en moins dans l'espace politique africain et sénégalais de manière générale. Accepter de perdre pour gagner sur le long terme. Parce que les intérêts sont mis en avant, les intérêts immédiats sont mis en avant. Les jeunes sont mis en avant. Les intérêts. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'actualité judiciaire, mais il n'y a aucune explication qu'on donne aux gens. On leur dit, voilà, tel chef d'inculpation, etc., a été démis, on a mis un autre, etc. Point. Il y a très peu d'explications.
Les gens n'ont pas été préparés à toutes ces possibilités. Ils n'ont pas été accompagnés et on ne les aide pas à comprendre le sens qu'on donne aux termes qui sont utilisés. Personnellement, même les gens qui ont été à l'école ou à l'université, vous leur dites corruption de la jeunesse, ils ne savent pas ce que c'est. Ça correspond à quoi? Et là aussi, il y a un déficit de communication extraordinaire. Sur les lois. Mais mieux que ça. Vous savez, tant qu'on ne reviendra pas à ces questions culturelles essentielles, c'est-à-dire comment gérer un pays, comment développer un pays par ses langues, par l'utilisation de ces langues, des langues locales, comment cette question, on ne règle pas cette question, nous n'allons pas nous en sortir. C'est pour dire que il faut que quand la Constitution a été pensée en français, tant que les textes, le code pénal, les textes de loi sont écrits et pensés en français, tant qu'on n'aura pas repensé tout cela et discuté tout cela dans la société profonde, on va toujours avoir ce gap de communication. La preuve, chacun d'entre nous fait des infractions qui peuvent nous conduire en prison sans qu'on le sache. Madame Touré, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir très rapidement de cette crise pour le Sénégal? Deux choses. Qui dépassent les personnalités de Macky Sall et de Ousmane Sonko, le Sénégal. Sur la question, oui. Sur la question des jeunes, j'étais au lancement du dialogue national. Quand on a lu la liste des orateurs, il n'était pas prévu une prise de parole pour les jeunes. Il n'était pas prévu une prise de parole pour les femmes. On a dit qu'il y avait une prise de parole pour la société civile et j'ai compris que la société civile devait inclure les jeunes et les femmes. Il a fallu que des personnes se lèvent pour rappeler ça au président de la République qui a eu l'amabilité de corriger cela et de donner la parole à une dame et de donner aussi la parole à un jeune. Je pense que c'était déjà fort appréciable. Ça traduit déjà. Mais ça, c'était fort appréciable. Mais ça n'embrasse pas encore la question fondamentale que Cheikh a posée, qui est la prise en compte des segments sociaux le plus important, sociologiquement marginalisés dans un pays où la mamelle de la gérontocratie et la mamelle du patriarcat sont essentiellement le manger pour un jeune à socialiser. L'autre question fondamentale, mais là je parle seulement des questions de fond. Oui. C'est ce qu'il a dit sur ces travaux scientifiques qui s'élaborent dans nos universités. Qui sont oubliés par les autorités. Et qui sont royalement ignorés par nos autorités, qui vont chercher la science pour l'éclairage des politiques publiques ailleurs, dans les laboratoires de la Banque mondiale. Et d'ailleurs, madame, il a posé une question fondamentale. Le travail qui a été fait par un jeune, le rapport des jeunes avec les biens publics. On a regardé le BRT qui est détruit par les jeunes. On voit le TER qui est attaqué par les jeunes. Mais on devait cette question-là l'inclure dans la réflexion. Et c'est des questions qui sont fondamentales. Parce que c'est des questions qui sont au-delà simplement de la perception. C'est que c'est des questions qui posent la conception de notre développement endogène à partir de nos langues. Parce que la question du droit, il y a la perception de l'injustice qui est nourrie tous les jours par des faits. Pendant le moment qu'on condamne quelqu'un pour corruption de la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait de cette personne qui a violé 27 jeunes filles, mais avec preuve évidente, des jeunes filles qui sont jeunes et qu'on lui avait confié sous sa responsabilité pour qu'il leur inculquât des valeurs de la société et le Coran. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est terrible. Cette perception donc, mais aussi les conditions d'émergence même de notre justice, où un code civil est né dans un autre contexte culturel, a émergé dans un autre contexte culturel et est plaqué dans notre contexte, dans notre pays et dans tous les pays anciennement colonies de la France. Qu'est-ce qu'on a fait? Que la greffe ne prend Parce pas. que la loi, elle est là
pour sanctionner un consensus qui émerge d'une société donnée. Absolument. Et ce que cela pose, c'est la question fondamentale de la conception de notre développement. Est-ce qu'on peut se développer avec la langue d'autrui? Est-ce qu'on peut se développer avec la culture d'autrui? Parce que c'est cela le fond de la question. Et aujourd'hui, tu me permettras de finir pour dire simplement que nous avons besoin de re-questionner les paradigmes de base qui fondent aujourd'hui notre commun vouloir de vivre ensemble et notre commun vouloir de construire le progrès sur la base de nos propres ressources culturelles, y compris. Oui. Et la question de fond qu'elle a posée, ça va même au-delà de l'éducation, de l'histoire qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Faidherbe, c'est le héros. Béhanzin, comment on appelle, Archinard, a fait ce qu'il a fait. On enseigne à nos enfants de la défaite. En fait, l'histoire de la défaite. On n'enseigne pas à nos enfants, on ne crée même pas un imaginaire pour leur permettre psychologiquement de faire face aux Blancs. On regarde aujourd'hui, même à la présidence, quand vous êtes un journaliste sénégalais, vous venez avec un journaliste français, le français est plus accueilli que vous, Sénégalais. On leur parle. La preuve, la fois dernière, on a parlé à la presse étrangère. C'est ça. C'est une question de fond, ça. Oui, oui. En fait... de complexe. Oui, il y a un concept qui se développe maintenant dans les études sociologiques, notamment au niveau universel. C'est celui du biais de négativité. C'est-à-dire que le fait d'inculquer à la personne qu'elle n'est rien, oui, que son continent n'est rien, il n'y a rien de bon chez vous. Développé par les médias occidentaux. Développé de sorte que ceci va conduire... Par le cinéma occidental. Oui, ça va conduire... Par les dessins animés. Oui, même par rapport au pouvoir. Oui. Si vous êtes pauvre, etc., c'est parce que vous avez de mauvais dirigeants. Alors, on résume tout à une question personnelle. Vous avez de mauvais dirigeants, cherchez de bons dirigeants. Alors que les questions sont plus complexes, elles sont plus profondes. Et ça crée la perception dont parlait Madame Touré. C'est cela. Donc, c'est là où cette faible estime de soi, qui est savamment cultivée, elle conduit au complexe d'infériorité et à l'utilisation de la violence. Absolument. En fait, les jeunes, ce qui leur manque le plus, parce que ils marchent, ça veut dire qu'on ne leur transmet pas le savoir nécessaire pour assurer la continuité dont elle parlait tout à l'heure. À partir du moment où vous posez ces éléments, ça veut dire qu'il faudrait actuellement, puisque ce sont les jeunes qui vont faire l'histoire, leur donner les outils qu'il faut pour cela. Et ça existe. Nous avons une jeunesse extrêmement généreuse. Nous avons une jeunesse qui a soif de savoir, qui a soif de participer. En fait, un des problèmes qui se pose ici, c'est que les jeunes ont l'impression qu'ils ne servent pas à grand-chose. Alors, ils le démontrent de manière violente. Alors, si vous avez ce sentiment-là, c'est parce qu'il y a un gap dans la communication. On ne les prend pas en considération. Donc, ce jeu de communication, d'empathie, qui permet de libérer la créativité, qui permet de libérer la quête du savoir, fait que l'Afrique peut se positionner comme étant l'un des plus grands centres de production de scientifiques et technologiques au monde. Et l'Afrique peut se positionner comme un moteur des transformations sociales du XXIe siècle. Encore faudrait-il que les autorités comprennent cela, qu'on ne peut pas diriger un pays sans faire une rupture entre la recherche et l'université. L'université Cheikh Anta Diop Dakar et nos universités ont beaucoup de savoir. Nos gouvernants ont intérêt à aller prendre les thèses et les étudier pour pouvoir diriger un pays. Et un pays dirigé par des intellectuels, un président doit lire, beaucoup lire. Merci infiniment à Birane Cissé qui est à la technique. Micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.